refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitleMac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons revenir sur la seconde partie des 30 ans du Macintosh. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Au sommaire de la seconde partie de notre émission consacrée aux 30 ans du Macintosh, retour sur les années 90 en compagnie de Lionel de Max Bidouille. Gros plan sur les modèles produits à l'époque qui n'ont pas toujours marqué l'histoire du design. Une période synonyme de lente descente aux enfers pour la firme à la pomme jusqu'au retour providentiel de Steve Jobs en 1997. Redécouvrez les Macintosh classiques, les LC et autres Quadra ou encore la décriée gamme low cost baptisée Performa. Hommage également au Mac du 20e anniversaire qui va révéler le talent d'un jeune designer britannique, Johnny Ive, à l'origine du premier iMac et qui va sauver Apple de la faillite. Et pour fêter l'événement, notre partenaire WD vous offre 2 disques durs MyCloud d'une capacité de 2 Tera en répondant à la question qui vous sera posée à la fin de cette émission. Et n'oubliez pas également notre bon plan, une réduction de moins 20% vous est réservée sur le site wdstore.fr. On refait le Mac, épisode 156, les 30 ans du Mac, deuxième partie. Alors n'oubliez pas, nous avons un sponsor cette semaine pour remporter ce magnifique disque dur MyCloud de WD. Soyez attentifs, la réponse va être glissée tout au long de cette émission. Ça pourrait être par exemple le prix, soyez attentifs notamment. Voilà, et puis n'oubliez pas également, il y aura un bon plan en fin d'émission. WD vous propose 20% de réduction sur tout son site en ligne, donc soyez attentifs également. Avec comme invité cette semaine en duplex depuis son domicile à Paris, Fanny Bouton du site fannysparty.com et de melky.fr. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Comment ça va ? Mais écoute, ça va bien. C'est moi qui me suis mise dans un placard à la place de Cédric. Oui, Cédric, vous allez découvrir, il est en plateau avec moi cette semaine. Alors Fanny, vous le savez, c'est outre la touche charme dont on refait le Mac, c'est la vigie du web. C'est elle qui récolte vos questions sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à poser vos questions via l'hashtag ORLM. Autre invité que vous avez découvert la semaine dernière dans cette émission, il s'agit de Paul Rony de l'association emo5.com. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. Alors, qu'est-ce que tu as été expatrié dans ta Picardie natale plutôt que d'être avec nous en plateau ? C'est ça, je me suis mal organisé. Et Ouais. comme tu le sais, c'est une région sous-développée, donc pour revenir, très difficile. D'accord, ça promet. Ça commence très fort ce soir. Nos amitiés au Picard. Voilà, les amitiés au Picard qui nous regardent. Et celui qui a pris la parole, vous le connaissez déjà. Bien sûr, il s'agit de Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Qui, Cédric. comme Fanny le rappelait, n'est pas dans son placard cette semaine. Non. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, puis on n'est pas très loin de ton bureau, on est Voilà. à 2 pas. Donc Oui, il c'est se quand même trouve plus qu'on est facile. littéralement à 140 mètres de mon bureau. Oui, on commence à faire concurrence à TF1, mais très modestement. T'es bien encadré ici, t'as quand même TF1, Canal, Ouais, Eurosport. c'est un peu Non, le c'est carré bien. magique de la C'est vidéo ça. et des chaînes de télé. Merci à Victor Image qui nous accueille dans son magnifique studio. Avec comme invité par contre un peu exceptionnel ce soir qui va remplacer Jean-Louis Gasset qui a eu l'amitié de faire l'émission la semaine dernière avec nous. C'est chic. Oui, il s'agit de Lionel du site Mac Bidouille. Bonjour Bonsoir. Lionel. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Mac Bidouille en quelques mots, Lionel, tu peux nous présenter ton magnifique site ? Oh, Mac Bidouille, qu'est-ce que c'est ? C'est faire avec des Macs des choses qu'on ne pouvait pas faire, ce qui était encore possible il y a quelques années, de moins en moins
de moins en moins facile maintenant, puisqu'auparavant, on expliquait aux gens comment enlever des vis, ce qui n'était pas toujours évident. Maintenant, on explique comment retirer de la colle. Oui, c'est de plus en plus difficile de bidouiller avec un Mais Mac. ça marche, Ouais. ça marche. On est parmi les seuls à s'amuser à démonter l'indémontable. Bien, bah écoute, j'espère que tu vas nous aider un petit peu à ouvrir notre livre de souvenirs pour cette seconde partie des 30 ans du Mac. La semaine dernière, nous étions arrêtés au moment du départ de Jean-Louis Gassier, qui était alors vice-président d'Apple. Il était parti parce qu'il y avait un revirement stratégique de la part de John Sculley, le PDG d'alors d'Apple, qui a s'agit d'investir, je dirais, le marché du grand public. Paul, avec l'arrivée en 1990 de mémoire du Macintosh classique, est-ce que tu peux nous présenter brièvement cette machine tout en une? Alors, le Mac classique, c'est si on exclut le Mac classique 2, qui est à peu près qui est très proche, c'est une des dernières machines monobloc de chez Apple. C'est même le dernier en noir et blanc. Il est équipé du même processeur que le Mac de 84, donc niveau puissance, on était vraiment à la limite de la saturation. Il avait un disque dur, un lecteur de disquette de 1,4 mégas, je crois. Et c'est une machine, c'est la première à être vendue sous la barre des $1000. Ouais. Et malgré ça, on pense qu'elle a fait plus de mal que de bien parce que pas mal d'utilisateurs se sont plaints de latence, de logiciels qui tournaient pas. C'est-à-dire qu'en termes de prix, plutôt que d'essayer de renouveler, de proposer un tout-en-un à un prix compétitif, Lionel, Apple s'est plutôt contenté de proposer un entrée de gamme qui correspond à une machine d'il y a quelques années en arrière. On n'a pas tout à fait perdu cette habitude, mais disons qu'Apple a été très fort à une époque. Vu qu'ils n'arrivaient pas à monter très haut à ce moment-là, eh ben, ils ont repris ce qui avait marché des années auparavant et ils l'ont recyclé en faisant un nouvel habillage. C'est un peu comme l'iPhone 5C, qui est l'iPhone 5 revu avec une petite coque en plus. Ouais. L'iPhone classique qui a vécu pendant longtemps. Ouais. Une sorte de vie parallèle à côté des iPod Touch, à côté des Nano, etc., qui changeaient tout le temps. Le classique, lui, on n'y touchait pas. Ouais. On sait pas au final si c'est très bien vendu ou pas, mais apparemment assez pour qu'il garde une place dans la gamme. Je pense que D'ailleurs, c'est vraiment le même réflexe marketing et commercial. D'ailleurs, c'est quand ils ont arrêté de le renouveler qu'ils l'ont appelé classique. Absolument. Ouais, et ce qui est amusant, c'est que c'était quand même la machine iconique dans le système du Mac à l'époque. Pour représenter un Mac, ça restait le Macintosh tout en un, mais c'est vrai qu'on ne l'aidait pas vraiment à se vendre à l'époque. Tous les moyens étaient mis plutôt sur des modèles plus puissants, plus haut de gamme, avec plus forte marge. On va en parler dans un instant. Ou alors des modèles couleur. C'est quand même étonnant qu'Apple n'ait pas voulu faire un modèle tout en un couleur à l'époque. Il n'est arrivé que quelques années plus tard, avec le Macintosh classique couleur, Paul. Oui, le Mac classique couleur qui était en fait un Mac classique 2 avec des ROM un peu plus grosses et un tube Trinitron Sony quand même, qui était de très bonne qualité mais qui était complètement anachronique par rapport à ce qui se faisait à l'époque. L'écran gardait la résolution des Mac monochrome et on était clairement en retard par rapport à ce qu'ils auraient dû faire. Alors il s'est passé près de 10 ans, 9 ans exactement, Paul, entre le moment où le premier Mac est arrivé en 84 et le premier Mac tout en un est arrivé en couleur en 93. C'était une demande des utilisateurs historiques de Mac d'avoir un Mac tout en un couleur. On sent bien qu'Apple voulait réserver la couleur à des modèles plus haut de gamme et c'est à ce moment-là qu'est arrivé le Macintosh LC, Lionel. Le LC a été à l'époque, je pense, une révolution. C'était le low-cost color pour LC et c'était une des premières machines de ce genre qui pouvait afficher de manière convenable et satisfaisante de la couleur en informatique. Ce qui a changé pas mal de choses. Ouais, en gros, c'était un Mac 2 réduit, avec un prix qui était considérablement réduit. Ils l'ont réduit à sa plus simple expression au niveau du format, la boîte à pizza, tel qu'on l'a surnommé. Et ils ont réduit le tarif en utilisant des choses qui étaient pourtant pas mal, mais ils ont été un petit peu tirés vers le bas pour récupérer les clients qu'ils étaient en train de perdre, qui étaient l'éducation, et essayer de conquérir le marché naissant de l'informatique familiale, qui n'était pas la première cible d'Apple historiquement. Et on retrouve la patte, Paul, de Jean-Louis Gassier encore dans le Macintosh classique, dans le Macintosh LC, car il y avait un port d'extension. Ce n'est pas une machine totalement fermée, contrairement au Macintosh classique de l'époque, on pouvait le faire évoluer. Tout à fait, oui. Oui, et c'est un Mac 2 SI, mais encore plus réduit que le Mac 2 SI était par rapport au Mac 2 CI, c'est-à-dire qu'on descend encore d'un cran. Ouais. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que... Mais on a quand même un processeur qui est 32 bits, mais comme Apple a cette manie de vouloir faire du low cost, qui malheureusement est sur un bus 16 bits, ce qui va en fait handicaper la machine pendant quasiment toute sa vie,
jusqu'à la 3e révision. À l'époque, la tendance, Cédric, c'est plutôt des ordinateurs dans le monde PC, hein, des ordinateurs absolument pas monoblocs, hein, c'est plutôt des caisses à savon, des tours, et c'est vrai que Apple tente plutôt de se rapprocher du modèle du marché et du PC de l'époque. Oui, on est déjà dans le marché des compatibles et des clones et de l'extrêmement modulaire, parce qu'évidemment, le constructeur, lui, il peut aller chercher une carte mère chez, déjà à l'époque, Asus et les autres, il peut aller chercher son processeur chez Intel ou AMD. Donc évidemment, ces machines sont faites pour être modulaires, pour que les composants, les cartes, les disques durs, évidemment, soient tous interchangeables. Et puis ça correspondait au code du marché, donc les dirigeants d'Apple poussaient et presque bridaient les designers pour pas aller trop loin et faire plutôt des choses qui ressemblaient plutôt au code du marché à l'époque. Mais on sait qu'il y avait un grand débat à l'époque sur faut-il, mais il a duré très longtemps, sur faut-il qu'il y ait des clones d'Apple ou non. On parlait dans un instant des clones. Ça existait déjà à l'époque de l'Apple II. Donc évidemment, le design était une sorte de garantie contre ce genre de choses. Ouais, malheureusement, tu verras que les choses se sont un petit peu compliquées. Donc on a bien compris qu'Apple a investi le marché du grand public et ça s'est plutôt bien passé, hein, bien que Paul a dit tout à l'heure que le classique n'a pas forcément été très bénéfique pour Apple, mais au départ, il s'est vendu près de 500 000 exemplaires de Macintosh LC dès la première année de sa commercialisation, ce qui à l'époque représente pas mal. Donc c'est un vrai succès. Mais ils n'ont pas abandonné Lionel pour autant le marché de haut de gamme. Il y avait le Quadra à l'époque qui se positionnait de manière forte en haut de gamme. La philosophie des Quadras, là on le voit bien, c'est vraiment la tour du PC. Hein. Quand on voit les images, c'est un copier-coller un peu plus élégant d'une tour de PC qu'on pose sur un bureau. On a commencé à trouver le format tour avec des choses qu'on pouvait mettre dans les machines, mais ce qui a marqué le Quadra, c'était surtout son processeur qui par rapport à celui d'un LC était très puissant, c'était le 68040, qui était un nouveau stade dans les processeurs 68000, et le dernier d'ailleurs, puisqu'ensuite on est passé à autre chose. Mais ces machines à l'époque ont eu une sacrée réputation. Qui coûtait une vraie fortune. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé pour les machines professionnelles. Même plus cher qu'aujourd'hui, à près de 50 000 francs à l'époque. Hein. Ce qui est bien plus cher qu'un Mac Pro d'aujourd'hui avec le pouvoir d'achat, l'évolution du pouvoir d'achat. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Apple, à l'époque, fait le grand écart entre, d'un côté, des machines très haut de gamme, très chères, et puis une volonté d'augmenter sa part de marché. Donc, faut-il favoriser la marge ou faut-il favoriser la part de marché? Ils ont choisi, et c'est à ce moment-là, Paul, qu'arrive ce qu'on appelle la gamme des performats. Tu peux nous rappeler un petit peu quelle était la philosophie de ces machines dont on voit les images? C'était plutôt des machines qui n'étaient pas forcément différentes des machines de base, mais qui étaient pour un réseau de distribution différent, par contre. C'est ça, les performants, en fait, les 3 premiers d'ailleurs, en fait, c'est un Mac classique rebadgé, un Mac 2 rebadgé et encore un autre Mac 2 rebadgé avec un lecteur CD. Et en fait, c'était les mêmes machines, moins chères, avec parfois des choses en moins, mais souvent des logiciels en plus. C'est-à-dire qu'on avait parfois des packs bureautiques, des logiciels d'éducation, AtEase par exemple, le launcher du System 7 qui a fait son apparition sur les Performats. C'était vraiment la gamme de machines qui était censée être accessible à tous. La machine familiale, Cédric, par excellence, parce qu'à l'époque, on découvrait, au début des années 90, on est en 91 de mémoire, on découvrait encore l'ordinateur. Il fallait plus rassurer l'utilisateur pour trouver et augmenter sa part de marché. D'abord, il fallait arriver à baisser les prix, il fallait arriver à rentrer dans des zones de prix qui étaient à peu près accessibles. Et on parle même pas à tout le monde, il faut se souvenir, à l'époque, on disait, vous vous rendez compte, il y a des ordinateurs dans 15-20% des foyers français, par exemple. Donc on en était quand même très très loin, et de fait, il fallait arriver à faire des machines qui soient rassurantes. Moi, je te raconterai la première fois que j'ai touché mon premier PC, bon, c'était en 87, il y avait d'autres machines avant, j'ai pas compris ce qui se passait. Surtout qu'il n'y avait pas forcément Windows à ce moment-là, en 87. 87, non, il y avait DOS. Donc il fallait taper des noms de commandes. J'ai mis une semaine à découvrir comment passer le clavier en français. En fait, je l'ai reprogrammé moi-même avant de comprendre qu'il y avait un utilitaire pour le faire. Voilà, comme quoi, tu vois, le Mac te tendait les bras, mais pas forcément le portefeuille. Lionel, l'arrivée de ces performances, ça a permis effectivement de voir arriver Apple partout dans les grandes surfaces, notamment la grande distribution aux États-Unis, un petit peu moins en France, même si la France restait la locomotive des ventes d'Apple en Europe. Mais sur le long terme, ça a vraiment brouillé l'image de la compagnie. Disons que c'était parti d'une bonne intention, comme Apple peut en avoir souvent, et ça a été gâché par des impératifs qui n'ont pas encore beaucoup changé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fallait proposer des machines bon marché, mais qui ne viennent pas empiéter sur les machines plus chères. Et donc on se retrouvait avec des machines qui franchement avaient des plastiques qui étaient abominables. On a vu la qualité baisser très rapidement. Au début, c'était les mêmes machines que celles qu'on trouvait chez les concessionnaires Apple. Ils ont réussi. Et puis de génération, on a vu la qualité vraiment. À une époque où les plastiques n'étaient pas de très bonne qualité, ils ont réussi
réussi à faire des plastiques d'encore plus mauvaise qualité. Parfois même que les PC. Au moindre choc, le plastique se patinait, ça sonnait creux de partout, ça faisait un peu peur. Ouais. Et pourtant, malgré tout, à l'époque, par rapport aux PC qui se vendent à l'époque, ce n'était pas des machines bon marché. Ouais. Ça fait réfléchir, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on reproche à Apple de ne pas aller sur ce marché du low-cost avec l'iPhone, on sait que, on va en parler dans un instant, Steve Jobs a réinvesti le marché du premium très rapidement, même sur le grand public, on peut faire du grand public, mais premium. Voilà, ça fait réfléchir concrètement. Ah mais la vraie différence, c'était ça, Lionel le disait très bien, c'est que les différences de design n'étaient pas d'ailleurs toujours à l'avantage d'Apple à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette identité qui faisait que la différence de prix allait de soi, ou presque, comme il y a pu y avoir depuis les débuts de l'iPhone par exemple. Ouais. Sachant en plus que, je répète, hein, il y avait même une volonté des dirigeants d'Apple de brider les designers pour faire en sorte que vraiment les Mac ressemblent à des PC, parce que c'était un argument de vente qu'ils ressemblent aux PC, parce que la différenciation n'était pas forcément en faveur du Mac, bien que le système, au début des années 90, était bien supérieur à Windows à l'époque, mais n'allons pas trop vite. Fanny, est-ce qu'on a une petite question Twitter sous les fagots ? De derrière les fagots. Alors justement, on a Micprin qui voudrait savoir s'il y a déjà un produit Apple qui vous a déçu à la première prise en main. Allez, Lionel, c'est toi qui t'y colle. Oh, t'es dur comme ça, sauvagement. Un produit Apple qui m'est déçu au déballage. En fait, je vais dire non. Je pourrais dire oui, mais je vais dire non, tout simplement parce que... À cette époque-là, avant de peut-être parler d'aujourd'hui, peut-être. À cette époque-là, non. C'était une aventure d'avoir un produit Apple, encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'était la résistance, je dirais même. Et il y avait quelque chose de mystique et de religieux quand on ouvrait quand on déballait un Mac il y a 20 ans, on invitait les copains. Ouais. On le sortait pas seul de sa boîte. Il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup de copains à l'époque non plus, hein, parce qu'on n'était pas très nombreux à avoir des Macs. Disons qu'on avait des vrais copains à l'époque. Je dirais plutôt ça. Ouais, on pouvait faire des clins d'œil dans la rue. C'était différent. Non, tu avais tellement d'argent que tu avais forcément beaucoup d'amis. Non, je dirais pas jusque-là. Pour le performance, ce n'était pas le cas. Continue, Lionel. Est-ce qu'un produit m'a déçu à l'époque ? Mais j'en parlerai tout à l'heure parce que tu n'en as pas encore parlé. Mais oui, un produit m'avait déçu à l'époque, mais à part ça, parle-en. c'était le Power Mac 5200 qui était une abomination. Alors, le Power Mac 5200, c'était la machine tout en une de l'époque. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont arrêté de faire la gamme, je dirais, iconique d'Apple, hein, le classique, le SE, etc. Ils ont tenté quelques années plus tard de refaire un tout en un qui était un assemblage de choses un peu bizarres en termes de design. C'était pas tellement le design qui me décevait, mais c'est probablement le Mac le plus inutilisable que j'ai eu dans les mains, qui était d'une lenteur catastrophique. Je me rappelle à cette époque-là, j'avais déjà aidé certaines personnes à optimiser leur Mac. Je me rappelle d'heures passées à attendre qu'ils fassent une chose basique, c'était à pleurer. C'était à pleurer. Et beaucoup de gens qui ont eu ce Mac ont acheté un PC après. Ouais. Cédric, toi, tu es venu plus tard au monde Mac. Enfin, j'en avais sous la main parce que j'étais déjà pigiste dans des magazines où il y avait plein de Mac et puis je jouais avec les machines. La question, c'est quel regard, toi, en tant qu'utilisateur ultra du PC, bien avant, ultra de PC à l'époque, hein, quel regard tu portais sur cette gamme d'Apple? Et c'est vrai que beaucoup annonçaient possible et un risque de disparition d'Apple à ce rythme-là, et on a vu qu'ils sont passés pas loin du oui, mais c'est toute cette période du début des années 90 où on se disait mais c'est pas possible, ils peuvent pas sortir des choses pareilles. Je vais pas parler de la pipine parce qu'on va pas sortir des studios qui fâchent. Ouais. Mais la console de jeux d'Apple. Moi j'ai un souvenir, c'est l'une de leurs premiers, l'année dernière, appareil photo numérique, la QuickTake 150, qui était je crois la deuxième qui soit sortie, qui a eu la 100 et la 150. Et la 150, on m'avait dit waouh, ça fait des photos d'enfer. Et je suis allé voir, je me souviens plus combien elle coûtait, je crois que c'était, en francs à l'époque, ça devait être 5, 6 ou 7 000 francs, enfin c'était absolument hors de prix. Ouais. Et ça faisait des photos en 640 sur 480, alors il faut dire que l'état de l'art de l'époque, vous pensez ce que fait ça aujourd'hui ? L'état de l'art de l'époque, moi je sais, j'avais un comparable qui était une caméra Logitech, c'était pas génial non plus, mais surtout, ils avaient fait des choix que seul Apple pouvait faire, c'est-à-dire par exemple, à pleine résolution, donc en 640, 480, tu pouvais stocker 8 photos. Ouais. Ça fait pas beaucoup. Il fallait pas la couper son coup. Hein. Accessoirement, ils avaient fait un truc génial. Ils avaient dit regardez, c'est pas très propriétaire, ça fonctionne avec des piles. Ah oui, mais ça fonctionnait pas longtemps. C'est vrai, je m'en souviens. Alors tu peux le faire fonctionner avec un chargeur. Sachant que tu n'avais pas d'écran de contrôle pour voir le résultat non plus. Hein. J'ai pas souvenir d'un écran de contrôle. Non, il fallait le brancher au Mac, etc. Il y avait un viseur, et si je me rappelle bien, déjà à l'époque, il n'y avait pas de moyen de mettre des cartes d'extension. Ah non, c'est ça. On aurait pu imaginer les cartes de mémoire à l'époque. C'était le bon temps. Une fortune absolue. Enfin bref, c'était un truc qui était
magnifique par certains points techniques, mais pas fini. Et puis pas prêt à être vendu. C'est-à-dire que normalement, là-dessus, un chef de produit aurait dû dire non. On ne sort pas un truc qui permet de stocker 8 avait été développé l'équivalent, c'est de la pellicule, donc il faut 24 en collaboration avec Kodak à l'époque. Ouais. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que le marché a explosé bien après et au moment où le marché de l'appareil ça fait partie des trucs qui ont été arrêté. Ça fait partie de la terre brûlée qui a disparu après le retour. On va poser la question à Paul, notre anthropologue du Mac, ce soir. Est-ce que tu as déjà été déçu? Non, franchement, on sait que tu adores la machine, mais ces machines, est-ce que tu as déjà été déçu à l'arrivée d'une machine, même si elle était un petit peu ancienne? Lorsque tu en as allumé une pour la première fois. Oui. Le premier Mac Mini, ouais. Ouais. Oui. Parce que j'adorais cette machine, je croyais vraiment beaucoup dans le Mac Mini, même encore aujourd'hui. Le problème, c'est que le G4 était lent à pleurer, la dotation mémoire était ridicule, et pour ouvrir la machine, bien qu'elle n'ait pas été conçue pour ça, mais que plus ou moins on pouvait le faire, c'était assez embêtant. Et je pense que c'est une machine qui a vraiment trouvé son public, qui a un vrai potentiel quand ils sont passés à Intel. C'est la seule machine pour laquelle je dirais ça. C'est la seule machine qui a vraiment gagné à passer à Intel. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que c'était une machine à minima et puis c'est devenu, Lionel, une machine avec des performances dignes d'une machine beaucoup plus puissante. C'est une machine avec des performances gênantes au bout d'un moment. Oui, par rapport à l'iMac. Mais je ne partage pas le Mac Mini, je l'ai adoré dès qu'il est sorti. Même en G4. Et même en G4, et je dois avoir quelque part dans une baie encore un Mac Mini G4 qui fonctionne, qui a été overclocké depuis le premier jour et qui fonctionne encore. Ce sont surtout des machines un peu aidé, dirons-nous. Increvables. Non, le Mac Mini, j'ai adoré ça parce que c'était compliqué à démonter mais démontable. Oui, et on pouvait modifier des choses. Un couteau de peintre. Il fallait des spatules d'enduit à enduit. Il faut être courageux quand même pour bidouiller sur Mac. Et c'était passionnant. Qu'est-ce que j'en ai démonté des Mac Mini. Ouais. Mais moi, je suis un peu le Pierre Richard du Mac. Donc, quand il y a une nouvelle machine qui a un défaut de série, c'est pour moi. Donc, je peux vous donner la liste. Donc, oui, j'étais malheureusement parfois assez souvent déçu par ces machines. C'est le transport jusqu'à la Corse, voilà, ça ne supporte pas le transport. Supporte pas. Donc, un conseil, quand Apple introduit une nouvelle gamme, une nouvelle série avec un nouveau design, il faut toujours attendre un petit peu avant de commander, histoire que ça lisse un petit peu la production. C'est mieux. Voilà. C'est parfois injuste, mais c'est vrai que c'est un conseil qu'on fait très souvent. Ouais. Les gens disent est-ce qu'il faut que j'achète le. Attends. Mais même très honnêtement, pour les iPhones, souvent je dis aux gens laisse passer quelques semaines, parce que s'il y a des problèmes qu'on détecte que maintenant, au moins tu auras la V2. Quoi. Il n'y en a pas eu tant que ça. Non, c'est vrai que récemment il y en a eu beaucoup moins, ou alors des choses résolues par du logiciel. Et la question de la révision B sur les Macs se pose plus vraiment attendre la révision B, parce qu'en fin de compte, tous les ans, maintenant avec l'impulsion d'Intel, c'est une nouvelle machine qui sort. Ouais. Donc, il n'y a plus de révision B comme à une certaine époque où on gagnait juste un peu en fréquence un an après. Maintenant, de toute façon, 1 an, 12 mois, 15 mois, et c'est une nouvelle architecture radicalement différente. Apple s'arrangeant pour modifier des tas de choses. Donc, toutes les révisions sont des révisions A. Ce qui ne veut pas dire que ce soit mal, mais attendre, ce n'est pas forcément un bon plan. Oui, c'est surtout le cas lorsqu'il y a un nouveau design qui est introduit. Là, forcément, ça change des choses au niveau du process de fabrication. Il faut le lisser. On le voit aujourd'hui avec le Mac Pro, avec le temps qu'il met pour arriver. Il faut lisser la production. Alors, je vous rappelle notre concours pour remporter un disque dur WD d'une capacité de 2 Tera. C'est un disque dur qui vaut quand même près de 159 €. Donc, soyez attentifs. La question sera posée. C'est un NAS. Oui, c'est un NAS. Ça permet de faire le cloud à la maison. Et en plus, c'est compatible aussi avec les solutions de cloud. Donc, vous avez les 2 meilleures solutions du marché réunies en une. Répondez donc à la question qui sera posée en fin d'émission. Je rappelle le prix, 159 €. Cette période-là, un petit peu trouble, les performants. Est arrivée une machine un peu exotique à un moment donné, très rapidement, Paul. C'est l'arrivée du Macintosh TV, rien à voir avec l'Apple TV, Paul. Elle est arrivée qu'aux États-Unis. Qu'est-ce que c'était que cette machine qui a été mise en avant par Apple dans sa chronologie sur son site sur les 30 ans et qui est très peu connue en France? Le Mac TV, en fait, est très peu connu en France parce qu'il n'est pas sorti en France. Nous, on a eu droit après au Power Mac 5500, qui était un espèce d'équivalent refait. Et le Mac TV, en fait, c'était un Mac LC 520, mais peint en noir, avec un tuner, une télécommande infrarouge, quelques logiciels supplémentaires, mais avec de grosses limitations. C'est-à-dire que c'était soit la télé en plein écran, soit embossé, mais pas les deux en même temps. Donc en clair, c'était un ordinateur qui permettait de regarder la télé, Paul. Exactement. Le Mac TV, c'était strictement rien de plus. Ouais. Donc c'est quoi? C'est le balbutiement du multimédia, on peut dire ça, chez Apple? C'est ça, en fait, c'est Apple qui s'essaye au multimédia avec plusieurs machines. Il y a des ratés, il y a le Mac 2VI, 2VX, ça c'est un gros raté. Il y a le Macintosh TV, ça c'est un petit raté. On a toujours dit que c'était mal vendu, mais non. C'était une machine test.
Beaucoup de flops, oui. Mais Apple a dit pour le Mac TV qu'il s'agissait d'une machine test, donc 10 000 exemplaires vendus parce que 10 000 produits. Après, on y croit pas, ça dépend. Et c'est à ce moment-là que Sculley a une idée de s'associer avec l'ennemi historique d'Apple, à savoir IBM. Et Motorola, son fondateur historique, pour créer le PowerPC. C'était changer complètement la manière dont fonctionnait un processeur. On est passé du 68000, qui était quelque chose qui ressemblait à l'époque, on va dire, même si ce n'était pas la même chose, à ce que proposait Intel avec son x86, à une nouvelle architecture radicalement différente qu'on appelait le RISC. C'est-à-dire qu'on avait juste des instructions qui étaient, alors je vais essayer de faire simple, qui étaient très très courtes, très très simples, mais qu'on pouvait faire de très nombreuses fois très très vite. Alors que les processeurs Intel à l'époque, c'était du CISC, c'est-à-dire des grosses instructions qui étaient complètes, mais qui prenaient beaucoup de temps à s'exécuter. C'était comme on passait de l'utilisation de mots à l'utilisation de lettres. Ouais. En clair, les développements étaient plus faciles pour PowerPC, et surtout le PowerPC avait tendance à nécessiter donc moins de puissance, nécessiter à chauffer beaucoup moins par exemple qu'une puce traditionnelle. De par le fonctionnement, les transistors étaient beaucoup moins spécialisés, et donc on pouvait les utiliser à plus de choses. On en avait besoin de moins, qu'on pouvait donc faire tourner plus vite. Ouais. Alors, ce qui est triste pour John Sculley, le PDG de l'époque, c'est qu'il n'a pas vu arriver les premiers Power Mac, bien qu'il ait signé le contrat avec IBM à l'époque. C'est quand même amusant, Cédric, qu'Apple a toujours comme ça besoin tout au long de son histoire d'ennemis, puis finalement ils finissent par pactiser avec l'ennemi. Ah bah ça c'est ça. Il y a eu IBM à l'époque. Ah bah grave, en 1984. Microsoft, Intel. Souviens-toi, à chaque fois, à chaque nouvelle machine, on te disait non mais attendez, ne vous inquiétez pas, les PowerPC sont bien plus rapides sous telle fonction de Photoshop que la génération des puces Intel. Moi je regardais ça de l'autre côté de la barrière avec un peu d'amusement, et je me souviens même de la presse business de l'époque quand l'accord avec IBM a été évoqué. À un moment on se disait mais est-ce que finalement IBM va pas racheter Apple, etc. Ou est-ce qu'il va pas y avoir une alliance plus large? Et je me souviens d'un commentaire de l'époque qui m'avait marqué, qui était quelqu'un qui disait mais vous savez, aujourd'hui IBM plus Apple égale IBM. IBM aurait englouti Apple vu la taille de l'entreprise à l'époque. Ouais, et ce qui est amusant, Paul, c'est qu'à l'époque, donc l'ennemi c'était IBM, donc ils ont signé avec eux, ils ont pactisé avec eux, puis il y a eu Microsoft qui était l'ennemi juré, puis ils ont fini par pactiser avec eux pour sauver Apple au moment de l'iMac, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui c'est plutôt Google, donc on a l'impression qu'Apple utilise toujours sa communauté d'utilisateurs et contre un ennemi virtuel, dirons-nous, un standard autre que le sien. Un petit peu, oui. Alors après, faut pas oublier que la transition PowerPC a certes été brutale et nouvelle, mais Motorola était toujours là quand même en backup. Les processeurs sont faits par IBM, Motorola et Apple. Ouais, et c'est vrai que historique d'Apple, qui est aujourd'hui un concurrent, puisqu'il fabrique des téléphones Android. Rien ne se perd, tout se recycle. Mais continuons, pardon Paul. Concrètement, le PowerPC c'était un sacré défi industriel à l'époque pour Apple, parce que Lionel le disait, c'est une nouvelle architecture, donc il fallait complètement les Power Mac qui sont arrivés dans la foulée, sous la présidence de Michael Spindler, qui allait devenir le nouveau PDG d'Apple, n'étaient plus compatibles avec tous les programmes qui avaient été développés pendant 10 ans sur les processeurs 68000 de Motorola. Donc il a fallu trouver une petite astuce, Paul. La petite astuce, ça a été un émulateur. C'est exactement, en un peu plus grossier, ce qu'on a connu avec Rosetta et les Fat Binary quand on est passé du PowerPC à Intel. Ouais, pour permettre aux utilisateurs de programmes PowerPC de les utiliser sur leur Mac Intel. Ça marchait bien à l'époque Non, pas vraiment. Il y a une grosse différence. Apple avait d'ailleurs, en utilisant Rosetta, Apple avait tiré l'expérience des choses, c'est-à-dire qu'en passant, très brièvement, je résume les choses, du PowerPC au processeur Intel, Apple a décidé qu'il fallait 2 processeurs Intel pour remplacer un processeur PowerPC. Ce qui a permis à Rosetta de ne pas faire perdre de puissance. Ça n'a pas été le cas avec les premiers PowerPC, où il y avait à l'arrivée seul le système, et une partie du système seulement était optimisé PowerPC, tout le reste tournait encore sur 68000, et tous les logiciels étaient extrêmement lents. L'émulation était très lente, tout simplement parce qu'il y a un processeur RISC qui était obligé de faire l'émulation sur quelque chose d'autre, et ça marchait, ce qui était déjà miraculeux. C'était de l'émulation, ça marchait très bien, mais très lentement, et donc les personnes se retrouvaient à acheter des ordinateurs qu'Apple leur annonçait extrêmement puissants. Puisque le PowerPC était réservé au haut de gamme. Voilà, mais qui en fin de compte, avec les logiciels, et ça a duré près de 2 ans cette transition, parce qu'il fallait tout redévelopper au niveau logiciel, repartir de zéro, pendant 2 ans, ils n'ont pas été plus rapides que les précédents qu'ils avaient. Donc les vrais pros qui travaillaient et qui avaient besoin de Mac pour travailler, pour la mise en page, seulement à l'époque, ou être graphiste, ou voir un petit peu
l'embryon de la vidéo, ça existait à peine à l'époque, gardaient leur vieille machine, donc ça n'a pas été un raz-de-marée sur ces machines PowerPC. Il y en a beaucoup qui se sont précipités et qui se sont aperçus qu'Express 68 000 sur un PowerPC, c'était moins bien que sur un SE30 qui datait de bien avant. Paul, derrière cette stratégie, il y avait quand même une finalité. On sentait bien qu'Apple voulait aller tendait vers quelque chose. Cette association entre Motorola, IBM et Apple, elle avait pour but de créer un vrai standard et surtout que le Mac devienne un vrai standard à part entière. Et c'est là qu'a germé l'idée des clones, Paul. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Motorola a fait des clones. On s'est demandé si IBM allait pas faire des clones. Et puis, il y avait vraiment, cette volonté d'avoir un processeur beaucoup plus puissant et qui soit vraiment un facteur de démarcation par rapport à ce que proposait Intel en face. C'est vrai qu'à l'époque, Apple ne représentait de mémoire que moins de 7% de part de marché. Donc, il fallait exister par rapport au monde PC qui était ultra dominant. Je rappelle, on était en 95. Là, c'était l'explosion. C'était à la fois la baisse des prix, l'arrivée de Windows 95 qui était vraiment, qui était une vraie réussite pour le coup par rapport aux versions précédentes. Ouais. Donc oui, c'était très très dur d'exister. Il y avait toujours le design et puis il y avait la fidélité parce que c'est une constante chez Apple. Une fois qu'on t'a ferré comme client, on estime qu'on t'a ferré pour toujours, quoi. Ouais. Alors il y a beaucoup de promesses autour de ce pacte entre Apple, IBM et Motorola pendant plusieurs années. Je me souviens à l'époque, on en a parlé dans les revues spécialisées. Et puis finalement, on s'attendait à avoir des grandes marques, tu l'as dit, comme IBM qui allait peut-être signer avec eux. Il n'y a aucune grande marque qui est sortie du chapeau. Il y a eu Motorola qui était le fondeur, qui a fait ses propres machines. Les Star Max qui étaient assez puissantes. Mais il n'y avait pas grand monde en termes de cloneurs. Le vrai problème, c'est qu'Apple a lancé les clones en espérant que ce serait le moyen d'élargir sa base de clients. Ouais, ça n'a pas été le cas. Puis ils se rémunéraient sur les licences des systèmes. Et ils gagnaient des licences système. En fin de compte, ça n'a fait que voler des ventes à Apple. Ça, c'est autre chose. Mais il y a un autre problème, c'est que Apple, déjà à l'époque, était un peu comme aujourd'hui. C'est-à-dire que Apple avait réussi à échauder la plupart des partenaires potentiels qui n'avaient pas très envie de bosser avec eux. Ils étaient trop exigeants, ils étaient trop contraignants. Apple n'a aucune fidélité et aucune reconnaissance. Tu dois le savoir, toi aussi. C'est rien de dire, mais continue. Voilà, et donc il y avait peu de gens qui avaient envie de se lancer avec Apple. Et puis, pourquoi se lancer avec Apple alors que les PC se vendaient à foison? C'était les choses qu'il fallait faire. Tu voulais faire fortune à cette époque-là, tu investissais de l'argent dans les PC. Regarde Dell. Et puis, on peut imaginer aisément qu'un partenaire d'un Microsoft, d'un grand constructeur, on parlait peut-être d'un Dell ou d'un HP ou d'un Compaq à l'époque qui aurait pu faire du Mac à l'époque, n'avait pas forcément envie de froisser son partenaire privilégié qui était Microsoft. Non, puis c'était très compliqué parce que la vitesse à laquelle les plateformes avançaient n'était pas les mêmes. À l'époque, il y avait 3 vendeurs en direct qui étaient Dell, Gateway, souvenez-vous Gateway, et NEC pour mémoire, qui déjà faisaient des machines en direct. C'est-à-dire que tu commandais une machine le jour où, si le nouveau processeur Intel ou la nouvelle puce machin ou la nouvelle carte graphique arrivait le jour de ta commande, tu l'avais dans ta machine. C'était un rythme qui avait absolument rien à voir. C'est là aussi où Apple s'est un peu fait lâcher. Ouais. Et c'est amusant que tu parles de la vente directe puisque la seule marque qui a tiré son épingle du jeu à l'époque, c'est une marque qui vendait en direct, c'est une marque taïwanaise ou américaine, je ne sais plus à l'époque, Power Computing, qui elle a cannibalisé, tu le disais tout à l'heure, les ventes d'Apple et au lieu de croître, les ventes ont carrément... Power Computing a fait énormément de tort à Apple parce qu'ils ont tapé dans le haut de gamme en sortant des machines beaucoup plus rapides que les Mac. Ils étaient plus réactifs qu'Apple en fait. Ils n'étaient pas plus réactifs, c'est qu'ils pouvaient se permettre d'aller vendre des machines qu'Apple n'a pas pensé à développer tout simplement parce que c'était très coûteux, trop coûteux, peut-être qu'Apple n'osait pas. Mais à l'époque, déjà à cette époque-là, Power Computing fournissait des machines PowerPC avec 4 processeurs. C'était presque inconcevable, même dans le monde PC à l'époque, il n'y avait pas ce genre de choses. C'était des usines à gaz qui marchaient très bien en plus et des choses inconcevables. Mettre 4 processeurs extrêmement coûteux dans un seul ordinateur, à l'époque où les gens préféraient acheter 4 PC, c'était inconcevable. Ouais. Et donc à l'époque, Power Computing cartonnait à 100 000 unités vendues la première année, 250 millions de dollars de revenus. Voilà, c'est le même modèle que Dell, ça allait très vite, alors qu'Apple, il fallait aller en magasin, donc forcément, c'était pas forcément aussi évident et aussi rapide comme système de distribution, notamment aux États-Unis. Ils ont fait beaucoup de mal et ça a causé la perte de Michael Spindler qui a été obligé de démissionner. Il a dû avoir un beau parachute doré à l'époque. Les pertes s'élevaient à 161 millions de dollars, alors qu'il va bientôt fêter ses 20 ans. Et c'est là qu'arrive, Lionel, le fameux Gilles Amelio. Alors lui, c'était pas forcément un ingénieur, un homme du sérail, c'était quelqu'un qui était une sorte de cost killer, on peut dire ça?
C'était surtout quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'informatique et qui était là pour gérer une entreprise. C'est-à-dire que c'était tout simplement, comme la plupart des grands patrons aujourd'hui, quelqu'un qui vendait des produits. Ouais. Et donc, il essayait de rationaliser la production. Il a une vision produit, dirons-nous, il avait plutôt une vision marché. Il a surtout essayé à cette époque-là d'empêcher le bateau de couler. C'est-à-dire de boucher les fuites au maximum. Il bouchait les fuites au maximum et puis il les copait. Ouais. Paul Giamelio, alors il a été pas mal critiqué quand Steve Jobs est revenu, mais n'allons pas trop vite, mais il a fait de bonnes choses pour Apple à l'époque, notamment en matière d'essayer d'éviter qu'Apple ne sombre un peu trop rapidement. Ah oui, il a quand même fait beaucoup de choses. Même au niveau interne d'Apple, c'est quand même lui qui a dit Copland, ça marche pas, on va chercher ailleurs. Ouais. Il a cherché partout, Next, BOS, OS2, même Windows NT à un moment. Et puis quand même, toutes les décisions pour le G3 se sont faites sous le règne de Gil Amelio. Donc il a pris les bonnes décisions. Alors Copland, rappelons brièvement, c'est qu'à ce moment-là, bien sûr, macOS X n'existait pas. On était sous le système 7, qui avait été lancé quelques années auparavant en 91. Voilà, j'ai retrouvé mes notes. Nous sommes en 95, donc il ne se passe pas grand-chose. Et à ce moment-là, arrive Windows 95, qui est une vraie gifle pour Apple. Parce qu'en clair, un PC fait tout ce que fait le Mac depuis le début. Quelle est la valeur ajoutée ? Il y a même des choses que le PC tout à coup faisait mieux. Enfin, l'interface permettait énormément de choses. Ils avaient vraiment tout bien intégré. Enfin, il y avait énormément de travail. C'est-à-dire qu'il y a eu un freinage chez Microsoft pendant longtemps entre Windows 2 était un truc pas fini, Windows 3, 3.1, 3.11, tout ça avec une année à chaque fois. Et là, voilà, pendant ce temps-là, le monde Mac pouvait rire en disant oh, attendez, c'est pas fini. Il y avait une vraie valeur ajoutée. Et alors là, moi je me souviens, mais ça Microsoft le savait. Moi je me souviens le lancement de Windows 95, les Rolling Stones, Start Me Up, la fête. En fait, ils avaient on disait souvent que la division Windows chez Microsoft, ils avaient énormément d'argent pour faire des lancements parce qu'ils lançaient finalement pas beaucoup de produits. Ils en lançaient un nouveau tous les 2 ou tous les 3 ans. C'était très rentable. Du coup, ils pouvaient investir $1 milliard pour le lancement et évidemment c'était très rentable. Et puis avec la puissance de feu des géants de l'époque qui étaient Compaq, qui étaient Dell, qui étaient HP, qui étaient encore IBM à l'époque. Alors tu le disais Paul et Lionel, Apple n'est pas resté libre crasé entre 91 et 95, ils ont fait quelques tentatives. Alors il y a eu Copland, mais n'allons pas trop vite. Il y a d'abord eu le projet Star Trek, je ne sais pas si vous en souvenez, messieurs, dames. Alors c'était un projet très très ambitieux puisqu'il consistait à vouloir porter à l'époque le système du Mac déjà sur x86, sur PC, 3 ans ou 4 ans avant l'arrivée de Windows 95. Et là, Cédric, ça aurait vraiment changé la face de l'informatique, la face du monde. Ça aurait été surtout une super belle affaire pour Intel, oui, mais là, il y avait une vraie valeur ajoutée à l'époque entre le. Oui, mais il y avait aussi la fin de la différenciation. On ne pouvait plus dire notre plateforme est intrinsèquement meilleure que tout ce qui se passe en face. Il devenait éditeur, il devenait plus constructeur. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça aurait changé la face du monde, ne serait-ce que pour une chose. Microsoft a en grande partie assis l'hégémonie de Windows 95 et de 98 sur la grande piratabilité de son système. Quasiment personne ne le payait. Les gens achetaient des machines, les montaient. Je parle pas des entreprises. Ouais, c'est-à-dire on ne parle pas de 80% du marché. Non, mais et même dans les entreprises, souvent, les gens au bout d'un moment montaient les machines. Les seules machines où Windows était payé assurément, c'était les machines qu'on achetait avec Windows. C'est-à-dire toutes les machines qu'achètent les entreprises et toutes les machines qu'on achetait en magasin. Mais je te rappelle qu'à l'époque, c'était un numéro de série et tu pouvais avoir 100 000 machines avec un seul numéro de série. Sûr, Microsoft n'a commencé à resserrer les boulons que quand ils avaient le monopole. Ouais. Avant d'avoir le monopole, ils n'ont pas fait grand-chose pour empêcher le piratage. Les chiffres n'ont jamais changé. Enfin, je veux dire, la part de marché relative du Mac face à Windows. Non, je parle du monopole. Les ventes de Mac, c'est les ventes de PC qui ont explosé, les ventes de Mac ont baissé, mais pas tant que ça. Mais Microsoft, pour moi, a vraiment assis ça sur le fait que n'importe qui prenait Windows, de nouveau sortait. Non, ce qui a changé, c'est qu'il y a un moment où on est tous arrivés à se connecter. Avant, c'était compliqué de vérifier le numéro de série ou alors il fallait passer des coups de fil. T'imagines le rollout d'un Windows à dizaines ou centaines de millions d'exemplaires où il faut appeler un numéro de téléphone. Moi, je l'ai fait une fois pour une erreur de numéro de série. Et de toute façon, il fallait rappeler quand tu changeais de PC que tu transférais ton Windows à un nouveau PC. Même les débuts de XP, les protections étaient minimes. Il n'y a que vers la SP2. Oui, parce que eux, leur business est fait avant que tu achètes ta machine, parce que le contrat avec le constructeur. Ah, mais moi, je veux bien refaire XP. En 2 mots, Paul, le projet Star Trek, tu as pu te documenter un petit peu sur l'époque. Ça a fait peur à la direction d'Apple, qui était avant tout un constructeur d'ordinateurs et qui souhaitait le rester plutôt que devenir un éditeur. Ah oui, Apple a toujours dit, même à l'époque, notre ADN, c'est de faire du hardware et du software qui marchent ensemble. Pas du software qui sera bancal sur d'autres machines qui ne tiendront pas compte de nos spécifications. D'ailleurs, toutes les vidéos de promo de l'époque
sont axés sur le fait que de l'autre côté, c'est bancal et c'est un assemblage de pièces qui ne marchent pas ensemble. Après, le projet Star Trek a quand même été lancé en grande pompe. Ils y ont vraiment cru, et puis au final, ça a capoté pour beaucoup de raisons, et notamment celle-là, ça a divisé beaucoup trop. Alors, c'est quand même passé un petit peu de temps, et finalement Apple se réveille un peu avec la gueule de bois en disant qu'il faut quand même préparer la suite de System 7, et est arrivé, donc tu en parlais tout à l'heure en préambule, de Copeland, qui était une vision moderne du système et qui datait déjà qui avait presque 10 ans d'âge à ce moment-là. Il fallait vraiment renouveler avec des fonctions qui ne sont arrivées que bien plus tard sur macOS 10 notamment, comme le multitâche préemptif, la mémoire protégée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce système n'a pas pu aller jusqu'au bout et que Apple a été obligé, comme tu le disais tout à l'heure, de racheter Next, qui permettra, la boucle est bouclée, à Steve Jobs de revenir au sein d'Apple? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que Copeland déjà est né dans la tourmente, puisque quand les ingénieurs d'Apple se sont mis autour d'une table, ils ont dit on va faire 2 tas, les fiches bleues, les fiches roses. Les fiches roses, c'est ce qu'il faut faire pour plus tard, les fiches bleues, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Et au final, ils n'ont jamais réussi à tout faire parce qu'il y avait un chantier beaucoup trop grand, ils n'étaient pas assez nombreux, c'était mal organisé. Et ça n'a pas marché. Et Copeland a traîné parce que les équipes ne se parlaient pas assez aussi. Ouais. Et c'est là que donc Jim Amelio a pris la décision d'aller chercher un système existant. Et il avait mis en concurrence à l'époque donc Jean-Louis Gasset, qui était notre invité la semaine dernière de BOS, et de Next de Steve Jobs. Et il a choisi, et je pense que c'était un bon choix à l'époque, au vu des résultats d'Apple aujourd'hui, Steve Jobs. Fanny, est-ce qu'on aurait une petite question Twitter? Oui, bah justement, il reste plus beaucoup de guest stars francophones possibles maintenant. Est-ce que Bertrand Serlet serait intéressant ou quelqu'un d'autre d'après vous? Pour inviter à participer à l'émission, c'est ça? Je pense. Oui, bah c'est vrai qu'on a fait quoi? On a fait Jean-Louis Gasset, on a fait Pascal Cagny, Jean-Marie Hulot, l'un des papas de l'iPhone, on a fait Lionel de MacBidou. Qui nous reste? C'est vrai que... Oui, il faut expliquer qui est Bertrand Serlet. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'est toi. Xavier Niel, Stark. Oui, dans la sphère Apple. Bertrand Serlet, c'était un des vice-présidents d'Apple, l'un des papas de macOS 10 pendant longtemps en tout cas, qui a quitté Apple il y a 2-3 ans maintenant, voilà, et qui a certainement plein d'histoires à raconter, qui est français. Et s'il nous regarde, je sais qu'il lit beaucoup la presse Mac. Je te garantis que s'il est invité, tout à coup, tu verras débouler Paul Rony en plateau. Oui, là il viendra. Il restera pas en Picardie, d'accord? C'était un gars tellement important pour Steve Jobs qu'il ne voulait pas quitter la France pour bosser. Il ne voulait pas bosser avec Cupertino. Steve Jobs a fait une dérogation exceptionnelle et l'a autorisé à avoir une équipe ultra secrète qui était pendant longtemps cachée du côté des Champs-Élysées pour travailler sur des projets l'équipe de Jean-Marie, c'est ça? De Bertrand. Ah, l'équipe de Bertrand. Et ensuite, quand Apple a déménagé Place Diana, son équipe avait le dernier étage où il fallait des badges spéciaux pour accéder. C'était un monde totalement fermé. Il ne se mélangeait jamais aux autres employés d'Apple. Bon, Bertrand, si tu nous regardes, tu es cordialement invité. Alors, vous l'avez bien compris, c'est la déroute chez Apple. Hein, les systèmes d'exploitation, c'est pas ça. Les ventes d'ordinateurs, c'est pas ça. On arrive en 97 à une année quand même symbolique pour Apple puisque c'est les 20 ans, les 20 années de la société. C'est là que Julien Amelio se dit mais bon sang, on a du talent en interne, beaucoup de talent, un certain Johnny Ive notamment. Et c'est là qu'est arrivé Paul, le TAM, le Spartacus, le Mac du 20e anniversaire. Et oui, et c'est une machine magnifique, et c'est la première fois que Johnny est vraiment mis à l'honneur, et c'est une machine révolutionnaire, on a un écran plein, un lecteur CD, et enfin, surtout, je crois que c'est surtout ça qui compte à l'époque, c'est que le design est remis à l'honneur. C'est vraiment, on remet les designers au pouvoir. Ouais, à l'époque, j'ai lu de droite à gauche que Johnny Ive envisageait sérieusement de démissionner parce qu'il en avait marre, je cite, de redesigner des boîtes à pizza. Et que là, pour la première fois, on lui laissait l'occasion et la possibilité de designer une machine de A à Z. Tu en as eu une d'entre les mains de cette machine mythique Oui, entre les mains à plusieurs reprises. Et tous ceux qui en ont encore aujourd'hui en fonctionnement, souvent les ont encore dans un coin de leur bureau. Ne serait-ce que pas vu le prix qu'elle coûtait. Ouais. 50 000 francs à l'époque. Ça ne se jette pas. Ouais. 20 000 exemplaires, c'était édition limitée. C'était un ovni dans le monde informatique, comme Apple est probablement la seule société à savoir en faire et à en vendre quelques-uns, parce qu'il y a d'autres ovnis qui ne se vendent pas du tout. C'était très spécial, c'était en effet le meilleur de l'ordinateur de bureau et le meilleur de l'ordinateur portable, un écran LCD plat à l'époque, alors que les ordinateurs portables étaient à peine développés. C'était du son. La préfiguration de l'iMac à écran plat qui est arrivée quelques années plus tard. Oui, mais c'était même plus que ça. C'était vraiment une machine. L'iMac, c'était une machine grand public. Là, c'était le Mac du PDG.
Tu l'as dit par le prix, c'était du son Bose. Ce qui était à l'époque Système aussi, Bose, avec un gros caisson d'ailleurs, qui pour des raisons de design cachait aussi l'alimentation de la machine. C'était la première machine, excusez-moi le terme, qui était vraiment chiadée, sur laquelle on voulait faire plus que proposer un ordinateur. C'était un concept. Ouais. C'était une machine vraiment très haut de gamme, hein, Paul, à l'époque. Elle était, donc on l'a dit, produite qu'à 20 000 exemplaires. Il y avait carrément un concierge qui venait à la maison ou au bureau la livrer et l'installer, mais ça n'a pas été malheureusement un grand succès, Paul. Non, parce que déjà, vous l'avez tous dit, le prix. Et puis ensuite, c'était une machine qui n'était pas forcément avec une configuration qui cassait des briques. C'était surtout un concept, comme vous l'avez dit. Et puis de toute façon, Apple avait dit que c'était une série limitée pour les 20 ans de la société. Puis après, on casse le moule. Oui, ils ont eu du mal à aller jusqu'aux 20 000, il faut quand même l'avouer. Et qu'on l'a trouvé bien moins cher assez rapidement parce qu'ils avaient du mal à l'écouler. C'est un peu le Chromebook Pixel de l'époque, j'ai l'impression. Bon, plus cher, parce que je serais à 50 000 francs. Et que toutes choses égales par ailleurs. Par rapport au prix moyen relatif d'une machine de l'époque, je crois qu'on y est. C'est amusant parce que Motorola, plus tard, a voulu refaire la même chose avec le StarTAC, les premiers. Oui. Et ils ont eu les mêmes problèmes. Moi, le concierge, j'ai passé toutes les 3 semaines me changer mon StarTAC. Ouais. D'accord, mais c'est vrai que le concept de concierge va être un petit peu renouvelé, mais plus tard dans les Apple Store, avec le Genius Bar. À l'époque, ça va décidément pas très fort. Ça va même de moins en moins bien, disons-le. Steve Jobs est arrivé et de retour en grande pompe sur la scène à San Francisco en compagnie de Gilles Amelio pour annoncer le pacte et le rachat de Next. Il va vite l'écarter, Gilles Amelio, et prendre le pouvoir. Surtout que tu l'as dit, Gilles Amelio avait quand même préparé le terrain, amené des choses plutôt sympathiques. C'était la Plus G3. Et au moment où Steve Jobs arrive une machine importante dans l'histoire du Mac, parce qu'elle va revigorer la puissance, elle va remettre le Mac par rapport au PC en termes de solution crédit en termes de puissance, c'est le Power Mac G3 Lionel. Le Power Mac G3 qui a été un grand tournant pour Apple. Le fait que l'arrivée de Steve Jobs soit concomitante a été très importante parce que la première chose qu'a fait l'arrivée de Steve Jobs, c'est redonner confiance. Et les professionnels ont besoin de confiance, même si Apple l'oublie trop souvent. Est arrivé presque un accident industriel, le PowerPC 603. Sachant qu'on avait le 601 dans les premiers Power Mac, le 602 n'a jamais existé. Pas un photo de guerre. Et était arrivé le 603, qui était donc un accident industriel, comme je disais, parce que c'était un processeur qui, au départ, devait être le pendant du 601 pour les ordinateurs portables. Et il s'est avéré qu'il était tellement puissant qu'Apple a d'abord sorti une machine avec un ordinateur de bureau qui était le Power Mac G3. Et ça a été un produit révolutionnaire, parce qu'entre-temps, on a eu les logiciels optimisés. Et c'était l'époque où, vous vous en rappelez, on avait la fameuse publicité... on a commencé à avoir les publicités avec Intel et ses escargots. Le G3 a grillé le Pentium d'Intel. Voilà. Le G3 a commencé à griller et ça a été probablement pour les gens comme moi la plus belle époque de cette c'était le retour en grâce d'Apple après des années où c'est vrai qu'on pointait du doigt les utilisateurs de Mac. C'était le retour en grâce de belles machines puissantes qui permettaient de faire des choses impossibles autrement. Paul, le Power Mac G3, c'est vraiment un tournant dans l'histoire d'Apple. Elle n'était pas vraiment très esthétique, ça restait le même châssis que les machines précédentes. Steve Jobs venait juste de revenir, mais la puissance était au rendez-vous. Ah oui, clairement. Et puis, puisqu'un G3 à 200 MHz faisait beaucoup mieux qu'un Power Mac 9600, donc le modèle précédent, à 50 ou 70 MHz de plus. Ouais. Donc on a vraiment vu un bond en puissance et que ça a fait beaucoup de bien au Macintosh. Ouais. Alors à l'époque, Steve Jobs a un problème parce qu'il est là quand même parce qu'on a racheté son système d'exploitation. Le problème, c'est que le système d'exploitation de l'époque, Next, tourne sur plateforme Intel, sur x86, donc il n'est pas compatible Mac. Donc il faut le redévelopper de A à Z. Alors la semaine dernière, Jean-Luc Gasset nous expliquait que ce n'était pas forcément un problème. D'ailleurs, il aurait gagné puisque le sien tournait sur plateforme pour RPC. Mais il faut quand même gagner du temps, il faut quand même adapter, faire une nouvelle interface qui convienne aussi bien aux anciens historiques du Mac qu'aux futurs qui viennent du monde PC. Donc il faut gagner du temps et le temps, c'est le design. Et c'est là qu'arrive, regardez, c'est ça. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. Alors cette machine, elle symbolise le renouveau d'Apple bien sûr, Paul, mais sur le papier, elle n'était pas si différente des Performa, notamment 5200 dont parlait tout à l'heure notre ami Lionel, j'y suis arrivé. Alors bien sûr, il n'y avait pas la même puce, mais la philosophie était là en termes de machine tout en une. C'est un peu la même chose, le concept.
Ah bah c'est une machine tout en un, il y a un écran, il y a des haut-parleurs, il y a un lecteur CD, par contre il n'y a plus de lecteur disquette, et surtout là où un performat était quand même, on va le dire, laid, l'iMac G3 est vraiment différent de tout ce qui se fait à l'époque. Ouais. Vraiment tout. Et Apple pousse, et contrairement au performant, ça n'avait pas été le cas, Apple pousse de nouvelles technologies avec ce produit, notamment l'USB. Ouais. Ça a été un vrai risque pour Apple aujourd'hui de choisir l'USB d'Intel, de faire table rase du passé, plus de SCSI, donc ce qui permettait de brancher les disques durs, les scanners, plus d'ADB, tout ce qui était souris, clavier, plus rien ne pouvait se brancher dessus. C'est une machine qui a été pas mal critiquée. C'était, regardez ces images, ça va vous rappeler des souvenirs. Allez voir, il y a un petit jeune journaliste qui débute, c'est amusant. Alors c'est vraiment la réponse d'Apple, enfin c'est peut-être la renaissance d'Apple. Apple allait très très mal, Steve Jobs est arrivé, un peu comme Zorro d'ailleurs. Steve Jobs qui est toujours CEO par intérim, sinon que Apple se cherche plus de CEO définitif. Je pense que Steve Jobs est là pour longtemps. Et c'est à la fois, moi j'avoue que j'ai jamais acheté un Mac, j'ai jamais utilisé sérieusement autre chose qu'un PC, j'ai des Apple dans mon environnement, mais j'avoue que iMac me fait quand même pas mal envie, malgré que, bon, on reparlera du prix après. Ça reste une machine qui est faite pour reconquérir principalement les grands marchés d'Apple, l'éducation, il y a plein de choses comme ça dont on reparlera après. Mais par rapport au PC de la rentrée qui sort à 4 000 francs, on en reparlera tout à l'heure. Alors Cédric, tu assumes tes propos de l'époque ? Je me souviens plus. Non, mais c'est vrai que c'était une machine qui faisait débat, mais partout. Hein. Moi, je me souviens à l'époque, il se trouve que j'étais grand chef adjoint de PC Magazine. Et voilà. Et ben, j'avais quand même signé une colonne en disant, dites donc, il est pas mal celui-là. Je crois que la colonne est encore en ligne quelque part. Je crois que ça s'appelait Envie d'iMac. Et je disais, c'est ce côté tout intégré, la transparence, etc. Et puis la compatibilité grandissante. Tu parlais de l'USB, disant ça faisait débat parce que c'était la fin du SCSI, etc. Je pense que c'est aussi une décision totalement lucide de la part de Jobs et puis des ingénieurs autour, parce que bon, ils n'allaient pas faire un compatible PC, c'était pas l'objet, mais en revanche c'était quand même pas mal d'avoir de l'USB pour avoir accès à la richesse de périphériques que tu pouvais avoir autour d'imprimantes, de scanners, etc., et de permettre aux fabricants, à HP, à Canon, à tout ça, de faire des périphériques qui fonctionnent avec le Mac pour pas beaucoup plus cher. Si tu permets, à l'époque, quelque part, c'est Apple qui a réellement lancé l'écosystème USB qui était quasiment inexistant. Ah, il y avait rien. Oh, si, des imprimantes et choses comme ça, il y en avait quand même très peu. Non, bien sûr, les souris USB. Ça venait de démarrer. Les premiers drivers, c'était 95, 96. Ouais, ça commençait, mais c'est vrai qu'ils ont quand même vendu 6 millions de... en l'espace de 3 ou 4 ans, 6 millions d'iMac, donc ça a quand même aidé formidablement le standard USB. On commence à se développer à partir de là, parce que avant, elles étaient parallèles. Pareil, les souris USB, il a fallu en créer pour Apple. Et si j'ai un mauvais souvenir de ces iMac, c'est bien leur souris ronde. Tu savais jamais. Si tu ne regardais pas exactement où tu mettais la main, tu te retrouvais à pousser vers l'avant et t'allais sur le côté. Ouais, ils l'ont vite éjecté, la souris ronde. Hein. Et je me rappelle, j'avais acheté la coque, le mouse catch, qui devait appeler le CAT, pour lui donner une forme ovale et pouvoir l'utiliser. C'était une abomination. Par contre, la vertu, Paul, de cette machine, quand même, son design, ça a permis véritablement à Steve Jobs de matérialiser, entre guillemets, son rêve. C'était vraiment de toucher le grand public. Les gens sont venus au Mac. C'est pas forcément uniquement rassurer les historiques, comme disait dans le sujet sur LCI Cédric, mais plutôt de capter un nouveau public, des gens qui étaient plutôt un rapport difficile avec la technologie, et cet aspect assez sympathique, assez rondouillard, très chaleureux de ces couleurs acidulées de l'iMac a fait venir un nombre incroyable de gens. Je l'ai dit tout à l'heure, 6 millions d'exemplaires vendus, ça a sauvé Apple de la faillite. Ah oui, c'est vrai. Et puis Apple a, grâce à l'iMac aussi, retrouvé sa place dans l'éducation qu'elle avait un petit peu perdue. On l'oublie un peu vite, et c'est avec l'iMac qu'Apple et Steve Jobs démarrent sa stratégie de ce qu'il avait appelé du carré, donc 4 machines, une grand public portable, une grand public de bureau, une pro portable, une pro de bureau, et l'iMac est la première pierre de ça, et c'est vrai qu'il a eu énormément de succès aussi, parce que c'était une machine qui était très claire, je pense. Ouais. Et donc là, voilà, c'est le début de la voie royale, pas si royale que ça, mais c'est vrai qu'ils ont aligné les succès à partir de là, le duo magique entre Johnny Ive et Steve Jobs. Ils ont enchaîné très rapidement avec le premier Mac G3, le premier Mac G4, le Cube qui n'a pas toujours été un succès mais qui a marqué son temps, les PowerBook, jusqu'au MacBook Pro. On ne va pas revenir sur ces machines parce qu'elles sont beaucoup plus contemporaines. Il faudrait une 3e émission pour cela. Alors on a décidé que si vous étiez, allez, on va dire 500 personnes à tweeter que vous voulez une 3e émission sur ce thème du 30 ans du Mac, on en fera une 3e. Mais là, ce soir, on va s'arrêter là. Mais peut-être une dernière question en Twitter, Fanny. Y a-t-il vraiment encore un secteur dans lequel Apple pourrait apporter un plus? Alors là, on se projette plutôt dans l'avenir. L'électroménager. Aujourd'hui, Apple est présent
était présent à l'époque dans l'informatique. Il est devenu un fabricant de baladeurs, d'électronique grand public avec l'iPod, l'iPhone et l'iPod aujourd'hui. Alors, comment vous voyez Apple dans 30 ans, Lionel? Apple dans 30 ans, certainement avec des loupes, parce que je serai très vieux. Mais comment est-ce que je vois Apple dans 30 ans? Très honnêtement, je suis incapable de savoir si Apple aura une position aussi, on va dire, prédominante sur des marchés dans 30 ans qu'aujourd'hui, ni même Google. En fin de compte, Apple a été sauvé par le Mac, mais par l'iPhone, par l'iPod, et maintenant par l'iPhone. Et l'iPad, on va dire qu'un iPhone en grand, c'est une déclinaison. Je ne veux pas être méchant. Non, sachant qu'en plus, ça a été l'inverse, puisque Apple a sorti un iPhone parce qu'il n'était pas capable de sortir un iPad avant. Ouais. Le premier produit que voulait sortir Apple, c'est un iPad. Oui, maintenant, est-ce que Google existera dans 30 ans? Google n'existait pas dans 20 ans. Donc c'est difficile de dire ce que sera demain. Il y a des reversements en matière de technologie. On le voit avec Microsoft aujourd'hui, les cartes sont révélées. On ne sait pas ce qui dans 20 ans, pour faire les 30 ans ensuite, sera la révolution équivalente à l'Internet qui a créé tant de sociétés. C'est difficile à dire. Maintenant, c'est vrai que toutes les grandes sociétés s'intéressent à un business particulièrement prometteur, qui est la santé. Et il y a beaucoup de brevets qui sont déposés. Les objets connectés notamment. Avec les objets connectés, avec les analyses biométriques, on commence à avoir des choses comme ça. C'est vrai que c'est un business qui est potentiellement très intéressant. Tu vas bien Apple y aller, toi, là-dessus? Oh, ils vont y aller, parce qu'une iWatch qui donne juste l'heure ou qui recopie juste ce qu'il y a sur l'écran de l'iPhone, j'y crois pas trop. Ouais. Il faut qu'elle fasse plus. Apple, tu les vois arriver sur quel marché quoi? Depuis 2010, maintenant, il n'y a pas eu de nouveaux marchés émergents pour Apple. Il y a eu parler d'Apple à 30 ans. Le Mac en 84, le premier ordinateur en 77, l'iPod en 2001. L'iPhone, l'iPad, 2007, et puis voilà. Quoi. 2010, l'iPad, ça fait 4 ans maintenant. C'est le bon jour pour jour, quasiment. Ouais. Non, Apple à 30 ans, ça veut pour moi pas dire grand-chose. Mais à 10, 15, 20 ans, il faut réfléchir il y a des choses qui vont devenir possibles. Vous voyez, par exemple, on peut maintenant imprimer sa maison en 3D. Tout à coup, si tu es une bête de design et si en plus tu es arrivé à designer tout ce qui va à l'intérieur de la maison, tu peux vendre des designs comme ça. Tu peux tout à coup tu peux te mettre à faire des maisons parce que tu savais faire du design alors que tu n'es pas constructeur. Tout comme aujourd'hui, tous les gens qui font des objets connectés, à partir du moment où on a toutes les briques technologiques qui permettent de prototyper de manière très simple, on a déplacé le problème. Aujourd'hui, faire du hardware, c'est devenu faire un peu de design et faire beaucoup de software. Donc c'est aussi une grande force pour Apple et les autres. Je rigolais qu'à moitié quand je disais l'électroménager. Il y a des choses qui sont éminemment améliorables telles qu'on les connaît aujourd'hui. On peut faire mieux, plus petit, moins bien. Il y a toute la vague des énergies vertes. Et connecté, bien évidemment, parce que connecté, on va arrêter de le dire assez rapidement, parce que ça va devenir. Ça, c'est un peu comme les petits panneaux sur les immeubles à Paris, eau et gaz à tous les étages. Enfin, voilà. Aujourd'hui, ça perd un peu de son originalité. Être connecté au réseau, ce sera bientôt aussi original que d'être connecté au réseau électrique, tu vois. Ouais. Donc voilà. Maintenant, la question, c'est y aura-t-il encore des Macintosh dans 30 ans Tactile. On s'en reparle. Alors, on va se tourner vers celui qui sera là dans 30 ans, parce que c'est le plus jeune d'entre nous. Il n'a que 19 ans. Paul, comment tu vois, quel est le prochain marché émergent pour toi, le marché majeur sur lequel devrait arriver Apple? Allez, petit pari ce soir. Par rapport à ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'aujourd'hui, moi je les vois bien arriver sur le marché du jeu vidéo assez rapidement. C'est un sacré pari, ça, les jeux vidéo. Hein. Ils ont essayé. Hein. Ouais. Ils ont essayé, c'est pour ça que je pense qu'ils réessaieront. Mais Non, mais il n'a pas tort, parce qu'en fin de compte, Steve Jobs, une fois qu'il est revenu chez Apple, même s'il est décédé prématurément, s'est arrangé pour que tout ce qu'il avait raté auparavant, tout ce qui avait été un échec, marche. L'iPhone, l'iPad, c'est en quelque sorte un Newton, et on avait parlé de la pipe 1, ce sera peut-être l'Apple TV, dont certains disent déjà qu'Apple va la faire dériver vers la console de jeu. C'est ce qu'on entend sur les sites de rumeurs aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais... D'ailleurs, on avait une question qui demandait si c'était possible que Nintendo soit racheté par Apple. Hein. Non, Apple rachète pas. Apple rachète, mais pas les constructeurs. Apple démolit et reprend le business. Apple peut racheter des technologies, ils le font absolument couramment. Oui. Apple racheter une autre grande marque que lui, surtout avec une culture japonaise. Surtout japonaise, donc avec de toute façon une barrière de culture énorme, même si Apple aime bien. Enfin, il y avait eu des atomes crochus avec Sony pendant longtemps, mais la culture de Nintendo, c'est encore un autre truc. C'est presque pire qu'Apple, pour tout dire. Par rapport aux jeux vidéo, moi je me rappelle très bien, on n'en parle plus, mais Halo, qui est quand même une série phare aujourd'hui, la première démo c'était sur un Power Mac G3 à la Macworld. Et Steve Jobs s'est fait souffler le studio
quasiment à une semaine près par Microsoft, par Bill Gates, qui a lancé la Xbox, comme quoi. Hein. Ouais, mais je vois pas trop Apple se lancer dans des licences de jeux vidéo avec ses propres développements. Apple fournit les plateformes, prend 30%. Pourquoi veux-tu qu'ils s'emmerdent à risquer de faire un flop? En tout cas, on sait qu'il y a quelques marchés qui sont identifiés. On parle beaucoup d'Apple sur la télé, on parle beaucoup d'Apple, tu l'as dit, sur les objets connectés, une montre, une iWatch. On parle beaucoup d'Apple également, pourquoi pas un jour sur les jeux vidéo, puisque l'Apple TV pourrait permettre de le faire, sachant que ceci est un formidable joystick ou à la tablette également. On a la réponse cette année, puisqu'encore une fois, Tim Cook l'a martelé à la fin de l'année que cette année allait être une année extraordinaire. On demande à voir, ça fait quelques années qu'il nous fait le coup. Oui, tout comme l'année dernière. On espère que cette année, ce sera la bonne. C'est cette année qu'on va savoir si Tim Cook est le nouveau Bill Amelio, en fait. Oui, et puis ce sera vraiment une manière aussi, une fois pour toutes, entre guillemets, de tuer le père, même si le terme est mal choisi, véritablement de voir un produit arriver après la disparition de Steve Jobs, qui soit pas, je dirais, qui porterait pas son identité et son ADN. Si c'est la pipe 1-2, c'est... Moi, je voudrais juste ajouter un petit truc. Moi, je me demande justement, c'est avec tous les rachats que Google a fait en robotique ces dernières semaines, puisqu'on en est quand même à 8 sociétés plus Nest, est-ce que Apple va réagir sur ce terrain-là ou pas? Non. Ou est-ce que c'est... Non, pas leur truc. Enfin, pas leur truc aujourd'hui. C'est pas leur culture d'entreprise. C'est pas dans la culture. C'est leur truc, mais en même temps, puisqu'on parlait de produits, quels sont les produits qui aujourd'hui sont dont tout le monde rêve, les lecteurs science-fiction, ce serait un vrai robot domestique. On en rêve depuis quoi, 40 ans, pas plus. On en rêve depuis 40 ans. On en rêve encore dans 20 ans, mais il parlait à 30 ans. Planète interdite. La différence, c'est que Apple le créerait lui-même de A à Z, rachèterait 2-3 technologies à droite à gauche, mais c'est vrai que c'est quand même dommage de voir partir Tony Fadell, le père de l'iPod, rappelons-le, chez Google avec Nest, le thermostat connecté. Belle affaire. Anecdote sur Nest. Sur Nest, quelqu'un demande à Tony Fadell, mais vous pensez que l'Apple Store va continuer à vendre votre thermostat maintenant que vous appartenez à Google? Réponse de Tony Fadell, c'est leur décision, c'est à eux de voir. On voit mal l'Apple Store retirer un produit qui est tellement dans leur ADN et tellement dans ce qui est... Voilà, mais encore une fois, Nest, c'est un produit Nest. Aujourd'hui, un produit Google, c'est pas un produit Apple. Je ne vois pas Apple demain sortir un thermostat. Tout ce qu'on peut espérer, c'est avoir des réponses très prochainement, dans les prochaines semaines, avec Apple, et notamment l'arrivée sur de nouveaux marchés. Il y a encore des chantiers à développer chez Apple, c'est clair. Et aussi le Mac, il y a encore de belles années devant lui, et le faire évoluer. On a vu que Microsoft a fait des choix avec le tactile, j'y reviens encore une fois. Il y a une manière de faire évoluer encore l'ordinateur, parce qu'il reste encore un passage obligé, notamment pour les professionnels. L'heure est venue de passer à notre concours. Notre partenaire WD vous offre 2 disques durs MyCloud d'une capacité de 2 Tera en répondant à cette question. Quel est le prix du WD MyCloud en version 2 Tera? Répondez via Twitter en utilisant l'hashtag ORLMWD. ORLMWD sans tirer entre ORLM et WD. Bonne chance! Voilà, bien bel objet que vous réservent ce soir nos amis de WD, un petit disque dur à brancher sur la box ADSL et partager ses données sur le cloud. Très sympa, 2 Tera et le prix est pas cher. On passe maintenant au bon plan. Notre partenaire WD vous propose un bon plan exceptionnel. Vous disposez, vous et uniquement vous qui regardez On refait le Mac, d'une réduction de moins 20% sur le magasin en ligne wdstore.fr, www.wdstore.fr. Pour en bénéficier, il vous suffit de taper le code promo ORLM20 sur le WD Store, ORLM20. wdstore.fr vous offre également les frais de livraison. Alors avant de passer au coup de cœur, Fanny, est-ce que tu peux nous donner les gagnants de la semaine dernière qui ont patienté jusqu'à la fin de cette émission pour savoir qui a remporté les 2 disques durs WD MyCloud 2 Tera? La question était déjà, Fanny. C'est une bonne question. Alors, je ne sais plus. MyCloud est-il compatible Time Machine? Oui, bien sûr. Et les gagnants sont? Alors, on a @Bitoons et on a @Delta avec 2 A. Ouais, Bitoons, il a déjà gagné plusieurs fois. Comme quoi, il y a des fidèles, ça fait plaisir. Il faut être le premier à avoir fait le Mac et à décrocher, à répondre sur Twitter. Alors, pour les autres qui n'ont pas eu la chance de gagner un disque dur WD, tu rends le disque dur, Cédric, s'il te plaît, merci. On va envoyer aux 5 suivants un hors-série d'Icriette, les 30 ans du Mac,
que vous a préparé la rédaction de la Create. Regardez comme il est magnifique. Très belle photo. 30 ans de machine, on a beaucoup insisté sur le matériel. Il y a une partie aussi logicielle à la fin. Voilà, vraiment la rédaction, ça a donné beaucoup de mal pour ce hors-série. Alors il commence déjà à en avoir beaucoup moins, donc c'est déjà un beau cadeau qu'on vous fait. 14,90 € dans les kiosques. Est-ce que tu peux nous donner les 5 gagnants, s'il te plaît, Fanny? Alors on a @lusso_n, on a Julio Magba, on a Le Cardinal, on a JS26788 et on a Boroche, tous avec un hâte devant. Merci Fanny, on passe tout de suite au coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny. Alors mon coup de cœur cette semaine, écoute, c'est le nouveau tensiomètre WeThings, celui qui te vérifie si ta tension va bien, si tes battements de cœur vont bien, etc. C'est français, ça a été annoncé au CES et c'est en test là maintenant et je crois que c'est bientôt en vente. Et l'avantage c'est qu'il est sans fil maintenant, il a plus. Avant fallait le rebrancher au iPhone pour faire tous les calculs et tout. Il fallait prendre en plus noter ses résultats et pour analyser ses courbes chez le médecin. Là, ça te mémorise tout comme avec la balance et ça te montre tes courbes et ça t'alerte même si ça va pas bien. Ça te dit va voir chez le médecin parce que là tu t'es un peu énervé, ton cœur. Bat la chamane. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à avoir le cœur qui bat la chamane lorsqu'on regarde Fanny. Allez Paul, quel est ton coup de cœur ce soir? Je suis fiancé. Alors moi c'est un coup de cœur pour l'avenir du Mac. Je pense que ça fera plaisir à Lionel puisqu'il regrette les PowerPC comme moi. Ce serait des Macintosh avec des processeurs ARM dans les 30 prochaines années. Ce serait sympa. Ah voilà une belle perspective. Alors, c'est le processeur qui sont utilisés aujourd'hui dans les iPhones, dans les iPads, dont Apple produit, design lui-même l'architecture, Lionel. Oh, tu sais, oui, c'est exactement ça. Mais tu sais, Apple a tellement fait trembler la terre qu'il reste que du sable. Donc, je suis pas très inquiet là-dessus. Maintenant, très honnêtement, je suis pas sûr que ce serait une bonne idée dans l'immédiat parce que. Il faudrait redévelopper toutes les applications déjà. Parce que les éditeurs de logiciels, certains gros éditeurs de logiciels ne suivraient plus. Ouais, ça ferait beaucoup. Hein. En plus de ça, aujourd'hui, aucun processeur ARM ne pourrait, avec une émulation, parce qu'on va reparler d'émulation, tourner à plus d'un quart de la puissance d'un processeur Intel en émulation. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est techniquement impossible, à moins de laisser tomber le Mac et de sortir des iPads plus grands. Ouais, c'est le pari qu'a pris Microsoft avec Surface, quelque part, avec l'entrée. Oui, bien sûr, enfin avec Surface RT. Ouais. Et c'est pas ce qui a marché le mieux, parce que même ce qui se vend maintenant, ils vendent beaucoup de Surface Pro maintenant, ça marche très bien, les gens ils trouvent leur compte, parce qu'ils se retrouvent avec une tablette un peu plus épaisse, mais qui a un vrai clavier, qui a vraiment de l'autonomie, qui marche vachement bien. Bon, après, ils peuvent déployer des machines un peu moins chères. La dernière version de Surface RT, il faut le reconnaître, marche un peu mieux. Mais on n'en est pas là. Moi, ça fait très longtemps qu'on dit ça y est, de toute façon, Apple va faire des MacBooks avec ses propres processeurs. À chaque fois, je ricane parce qu'il faut avoir aucune idée de ce qu'est le marché des processeurs aujourd'hui pour dire une ânerie pareille. Aujourd'hui, avec un processeur ARM, tu peux faire un Chromebook. Tu peux pas faire un MacBook. Enfin, tu dis dans 30 ans. Hein. Paul Piquet. Non, mais dans 30 ans, très bien. Mais c'est pas aujourd'hui. À chaque nouvelle génération des processeurs d'iPhone, iPad, on dit ça y est, ils vont les mettre dans les Macs, c'est fini Intel. Et je pense que chez Intel, ils dorment très très sereinement. Alors, puisque tu as la parole, tu veux pas nous parler de ton petit coup de cœur là maintenant ? Écoute, mon coup de cœur est français, monsieur. C'est une invention technologique majeure du groupe français le plus innovant au monde. Hein? De qui je te parle? De Pernod Ricard. Je te promets, dans le classement Forbes des entreprises les plus innovantes, la numéro 1 c'était Salesforce. Bon, ok, d'accord. Et Pernod Ricard, je crois, était 7e ou 8e entreprise du monde la plus innovante. Évidemment, toi aussi, comme moi, la première fois, on écarquille les yeux en disant Pernod Ricard, mais je vais voir. Bon, outre le fait qu'ils ont un portefeuille de marques énorme, parce qu'il y a plein de trucs que tu connais qui sont. C'est chouette de faire des émissions qui ne sont pas visées par le CSA, parce que je peux te dire Absolute, Beefeater, Chivas, etc. Et ben, ils adoptent les codes de la start-up. Ils ont créé une sorte de start-up interne qui s'appelle le Breakthrough Innovation Group à Paris, à côté de Bastille. J'ai pas eu la chance encore de visiter. Et ils font des hackathons, ils font des choses dans l'école 42 de Xavier Niel, bref. Et ils ont inventé ce que tu vois ici, qui est une sorte de serveur, mais pas de serveur au sens de café l'addition. Non, de serveur numériquement dirigé par ton iPad, de serveur de cocktail. Un serveur de cocktail que tu rechargerais en cartouche de tes alcools préférés qui viennent
tous de chez Pernod Ricard, bien évidemment. Ces trucs, on voit les cartouches ici. On voit les cartouches ici, on dirait des grosses cartouches d'encre. Ouais. C'est très design dans un alu, c'est très très joli. Et voilà. Et sur ton appli, tu as ton appli de mixologie qui te permet de passer d'alcool en alcool, de parfaire, de rajouter tes jus de fruits, machin, etc. De te donner des cours. C'est magnifique. Évidemment, c'est hyper prototypal, c'est même pas destiné à devenir un produit, c'est juste destiné à pousser les gens chez Pernod Ricard à réfléchir leurs produits autrement ou à imaginer ce que pourrait être des... Ça nous rappelle une autre marque. Cédric, il y a un Kickstarter. Ouais. Il y a un Kickstarter qui propose ça et le mec le vend, ça marche son truc. Oui, mais il n'est pas français, madame. Il n'est pas français. Voilà. Non, c'est pas français, mais n'empêche que le gars, il a fait son truc de cocktail avec un petit écran et c'est pareil, et c'était sur Kickstarter cet été. Ouais. Donc ils en sont tellement contents qu'ils ont appelé ça le projet Gutenberg, rien que ça. Bref, vous voyez la vidéo, il y a plus d'infos sur le site de Pernod Ricard, mais pour accéder au communiqué de presse, il vous faudra préciser votre âge au jour près, car à consommer évidemment avec modération. Avec modération. Merci Cédric. Quel est ton coup de cœur de ton côté, Lionel ? C'est pas tout à fait un coup de cœur, mais un produit qui, ces derniers temps, a pas mal changé ma vie. Et c'est très bête, mais c'est juste un livre électronique. C'est très loin. Dessus. Alors je vais le montrer à la caméra, donne-le-moi. C'est très loin de l'iPhone, de l'iPad. Mais c'est merveilleux parce que c'est de l'encre numérique, hein. C'est de l'encre numérique, tout à fait, avec un système de rétroéclairage. J'aime bien, on dirait les deux mecs qui découvrent l'e-book, tu vois, 7 ans après. Absolument. De l'encre numérique, mais de quoi s'agit-il ? C'est pas ça, c'est qu'en fin de compte, ça me paraissait stupide d'avoir ce genre de choses. Non, tu peux même pas défiler comme ça, tu changes juste les pages. Avec un iPhone, un iPad, mais en fin de compte, ça ne fait qu'afficher des bouquins, mais ça le fait merveilleusement bien et on est très proche de la sensation de lire un vrai livre, sauf qu'on peut avoir quelques milliers de livres dans la poche. Mais juste un. Ce modèle-là, et retrouver la page chaque fois qu'on le ferme sans avoir besoin de la corner. Mais en plus, on peut la corner. Regarde, amuse-toi à appuyer dans le coin, c'est un des rares trucs que tu peux faire là-dessus. Non, fais pas défiler, juste un petit coup comme ça et tu as corné la page. C'est stupidement simple, mais c'est merveilleusement simple quand on a juste envie de lire un livre. Ça s'appelle le Kobo ? C'est le Kobo. C'est une marque que la Fnac a pris sous licence et qui la vend aussi. Et donc on peut soit acheter les livres en ligne, soit les charger directement. Parce que contrairement aux produits Apple, c'est merveilleux. On peut mettre des cartes mémoire et il suffit de le brancher sur un port USB pour qu'il monte et on met ce qu'on veut dedans. Et ça vaut combien ? Il devait être en promo au moment des fêtes à 130 et quelques euros parce que ça c'est le modèle de base qui suffit amplement pour son usage. Voilà, vous aurez compris une petite, voire une grande frustration qui perle du côté de chez Lionel, qui aime tant les Macintosh mais qui aimerait tant qu'Apple les ouvre un peu plus et laisse les utilisateurs un petit peu bidouiller à l'intérieur. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile avec les années qui passent et c'est vrai de belles choses à faire encore du côté du Mac. Donc s'il vous plaît monsieur Apple, laissez-nous faire évoluer les machines. On verra ce que ça donnera avec le Mac Pro, mais je suis un peu inquiet quand même de ce côté-là. De mon côté, ça reste encore un objet connecté. Alors, c'est pas français, c'est allemand. C'est Elgato, vous savez, le célèbre fabricant de tuners TNT pour Mac. Ça s'appelle l'Elgato Smart Key. Alors, regardez, c'est un petit porte-clés connecté. Et alors, ça sert à quoi ? Moi qui suis tête en l'air, c'est ma grande spécialité. Hein. Je me disais, je suis une sorte de Pierre Richard. J'oublie toujours mes clés, j'oublie toujours mon iPhone. Alors, si j'oublie mes clés, qu'est-ce qui se passe ? Regardez l'écran de l'iPhone. Il me dit, vous avez oublié vos clés. Voilà, si je m'éloigne trop, vous avez oublié vos clés, Olivier, donc il faut aller les chercher, on appuie dessus. Et si j'oublie l'iPhone, je m'éloigne, eh ben il s'arrête plus. Si j'oublie l'iPhone, c'est les clés qui se mettent à sonner. Donc comme quoi, pour moi, c'est l'objet qui est parfait. Et si par malheur, je n'arrive pas à retrouver mon téléphone, ou je n'arrive pas plutôt à retrouver mes clés, eh ben, il y a une petite application qui est vachement bien faite de la part d'Elgato. Ils sont plutôt bons, les développeurs chez eux, à la manière de localiser votre iPhone qui vous permet de trouver sur la carte les clés si elles sont tombées par terre. En fait, l'iPhone enregistre la dernière position connue de vos clés. Il n'y a pas de GPS, bien sûr, dans ce petit porte-clés. Et c'est assez bien fait. Et c'est européen, c'est allemand, ça coûte 40 €. Il s'appelle l'Elgato Smart Key. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 156e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouverez Cédric dès dimanche 13h10 sur LCI. Quel est donc le sommaire de l'émission, Cédric ? Cette semaine, on est allé à Numa. Numa, tu sais, c'est ce grand bâtiment au centre de Paris, dans le Sentier, qui rassemble Silicon Sentier, le camping, l'accélérateur, etc. Il y a plein de startups. Je vous conseille d'aller le visiter d'ailleurs parce qu'il y a au rez-de-chaussée un espace de coworking, comme on dit. En clair, vous pouvez débarquer avec votre Mac, le brancher. Il y a du Wi-Fi gratuit, un café super. Vous pouvez prendre vos rendez-vous, même pas besoin de réserver, c'est gratuit, allez voir. Et au 3e étage, il y a le camping, l'accélérateur de startups. Et on est allé en voir 3. Allez, je t'en cite juste une.
son nom m'échappe à cet instant précis, des gens qui ont décidé de renumériser le contenu. Qui disaient, avant, j'arrivais chez toi, je regardais les livres qu'il y avait dans tes rayonnages, tes DVD, et je savais à peu près qui tu étais. Ça te donnait une idée de la personnalité, je savais tout de toi. Aujourd'hui, tu peux me dire, bah oui, mais j'ai accès à des millions de choses. J'ai un as aujourd'hui. Oui, mais tu peux accéder à rien en moins de 30 secondes. Attends, regarde, dans l'appli. Attends, Spotify. Attends, la playlist. Ah, c'est pas synchronisé, etc. Et donc, ils ont fait une espèce de... C'est un peu ce qu'avait fait Raphaël Adjian avec Mirror. Souviens-toi, cette petite dalle avec des clés NFC, RFID. Et la même chose, où tu rematérialises du contenu, tu prends un petit galet, tu le poses et d'un coup, ça le joue sur ta télé. Tout ça, c'est dans plein écran, 13h10 dimanche sur LCI. Tu n'as pas fait une spéciale pour les 30 ans du Mac, Cédric? Je pense la fatigue après en avoir fait 2 ici peut-être. Ça doit être ça. Et puis il m'aurait fallu un porte-parole chez Apple France. Oui, ça c'est pas gagné. Je suis là. un officiel. Bien, Fanny, vous la retrouvez chaque semaine dans On fait le Mac et très prochainement à une Fanny's Party, Fanny. Ouais, on vient d'en faire une. On va attendre le 25 mars maintenant. On va se reposer au printemps, donc très prochainement. On va se concentrer sur les émissions sur Melty, puis vous me retrouverez aussi au Microsoft Tech Days sur un gros site internet. On vous dira plus dans quelques jours. Soyez au rendez-vous. Et Paul, vous le retrouvez bien sûr sur son blog. Tu as un blog, tu peux donner l'adresse, Paul, s'il te plaît? Macoffee Talk, MACO2FEETALK, sur WordPress. Il y a plein de petites anecdotes, notamment sur l'histoire d'Apple et bien sûr l'association MO5. Il y a des expositions, il y a aussi la possibilité si vous avez une vieille machine qui traîne dans un placard, vous pouvez la mettre à disposition de cette association qui mettra tout en œuvre pour lui redonner vie et la faire fonctionner parce que la plupart des machines, Paul, fonctionnent et tournent à MO5. Presque toutes, oui. Presque toutes, et en tout cas l'objectif c'est qu'elles tournent toutes. Et n'hésitez pas, on prendra soin de vos machines et puis vous pouvez passer les voir même. Voilà, vous vérifiez qu'ils en prennent soin. Merci Paul, tu reviens, je te l'ai déjà dit quand tu veux. Non, faut pas dire ça, il va le faire. La semaine prochaine. Il est là toutes les semaines. On va juste trouver un thème d'émission la semaine prochaine et on va y travailler. Et un grand merci à Lionel de Macbidouille de s'être déplacé, d'avoir montré son visage, parce qu'il est totalement anonyme, il ne donne même pas son nom de famille sur son site, sur Macbidouille, que vous retrouvez tous les jours sur le site mybidouille.com. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Il y a des petits sujets que tu prépares particuliers prochainement sur Macbidouille? Ces temps-ci, je m'intéresse encore une fois à des mises à jour de ce qu'on peut faire encore. À passer tous les Macs de 2012 à la dernière norme Wi-Fi, le 802.11ac, qui n'est disponible que depuis les modèles 2013. Je l'ai déjà fait sur le MacBook Pro Retina et je compte le faire prochainement sur des iMac aussi. Donc on peut encore un peu bidouiller sur Mac, tu me rassures. Oh, il suffit d'avoir un tube de colle et le bon tournevis. Des outils un petit peu exotiques, vous allez voir ça sur le site de Macbidouille. Voilà, et quant à nous, promis, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.